Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver de nouveau pour Coup de pelle, #Paris 2024, la quotidienne de Magaviron pour vous faire vivre ces jeux à fond. Résultats, coulisses, c'est votre émission à vous, tous les jours à 18h30. On va revivre les moments marquants de ce dimanche 28 juillet avec la part belle au PL aujourd'hui et les 400. On est là pour débriefer des résultats du jour avec nos invités, également parler de leur parcours. Pour m'accompagner, deux personnalités hors normes, Christine Gosset, responsable de la mission d'aide à la performance à la Fédé, et Hélène Lefebvre, membre de l'équipe de France et licenciée à l'ANCOU. Bonjour à toutes les deux. Impatient de discuter avec vous. Coup de pelle, #Paris 2024, c'est parti. Notre sommaire aujourd'hui, début des compétitions pour les poids légers. Fabrice Petit, journaliste au Magaviron qui m'accompagne sur ces quotidiennes, m'a rejoint. Salut Fabrice. Bonsoir Thomas, bonsoir à tous. Claire Beauvais et Laura Tarantola, nationales, médaillées d'argent à Tokyo, terminent deuxième de leur série en 7-0-3-22. Aujourd'hui, elles se qualifient ainsi directement en demi-finale, demi qui auront lieu mercredi, donc à partir de 11h34. La Mantaise et la Grenobloise qui ont réalisé une course maîtrisée, un jeu du chat et de la souris. Les Françaises devant sur la mi-parcours se font dépasser par les Néo-Zélandaises avant de recoller. Le public qui a largement porté nos tricolores, Fabrice. En effet, déjà on a pu retrouver aujourd'hui deux rameuses très contentes d'entrer dans cette compétition, dans ces Jeux Olympiques. Elles étaient également très heureuses de tomber sur un bateau néo-zélandais, sur ce bateau néo-zélandais, d'avoir du niveau dès leur série. Les Néo-Zélandaises ont fait 5e aux mondiaux, elles ont également été médaillées à Lucerne, elles ont remporté Poznan. Et les Françaises ont néanmoins réussi à recoller sur la dernière partie du parcours, ce qui les a confortées, ce qui nous a fait penser déjà à un podium. Elles ne veulent absolument pas y penser pour l'instant. Et on le rappelle, c'est cet équipage néo-zélandais, donc ce sont des concurrentes sérieuses, mais ce sont les Anglaises qui sont aussi ultra favorites. Elles gagnent également leur série en 7-0-4. Des résultats serrés dans toutes les séries femmes PL, à prendre aussi avec des pincettes. Un spectacle en tout cas qui va être intéressant à suivre dans les prochains jours. À noter aussi la participation d'une Nantaise dans le double PL femmes de la Tunisie, Selma Dawadi, membre du CA Nantes et médaillée d'argent à Plovdiv en 2015. Elle était dans le 4 de coupe PL de l'équipe de France avec une certaine Laura Tarantola. Elles sont dorénavant concurrentes. L'équipage tunisien termine avant-dernier de sa série en 7-31. Les Françaises sont-elles en 7-0-3. Chez les hommes, PL déception pour Hugo Beuret et Ferdinand Ludwig. Les garçons terminent 3e de leur qualif à environ 2 secondes des deuxièmes. Ils doivent passer ainsi par la case des rattrapages. Course prévue demain à 10h40. Ils affronteront l'Égypte, la Grèce, le Chili, l'Argentine. Une repêche en apparence facile. Fabrice, toi qui as vu et vécu leur course, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, le repêche en apparence facile, ils vont néanmoins retrouver les Grecs qu'ils ont affrontés lors de la régate de qualification finale à Lucerne. Des mots même d'Hugo Beuret, leur course n'était pas folle. Ils s'attendent néanmoins, comme le prévoit le programme, à une montée en puissance au fur et à mesure des courses. Et pour eux et pour lui, ce qui est important, c'est d'être au top le jour J, c'est-à-dire le jour de la finale olympique. Et on avait aujourd'hui également l'entrée en lice des 400, le bateau français qui était attendu notamment par ses fans. On est venu pour Théo Rayet. Moi je suis sa maman, donc il y a sa sœur, son papa, son beau-frère, son ami d'enfance qui a débuté l'aviron avec Théo. Après toute la famille, donc sa demi-sœur, on va dire, sa belle-mère, son grand-père et son beau-frère. Allez la France! Allez Théo! Allez! La part belle aux supporters, on essaye de vous faire vivre au mieux cette ambiance ici à Vers-sur-Marne. La famille de Théo Rayet et ses amis donc présents lors de la série du 400 tricolore aujourd'hui. L'équipage a fini à la 3e place en 6-0-7 à moins d'1 seconde de la qualif en demi-finale. Les Australiens sont devant les Français ainsi que les Américains. Le 400 qui a fait une bonne course malgré tout, ça c'est encourageant pour la suite, Fabrice.
Le 400, en effet, a fait une bonne course, surtout un beau finish. Bon, les Américains étaient intouchables. Néanmoins, les Français ont su remonter sur les Suisses, recoller aux Australiens. De leur aveu même, ils n'étaient pas suffisamment agressifs dans le premier 500. Et quand on est derrière d'entrée de jeu, ça se paye. Et ce dimanche, Fabrice, nouvelle course avec l'entrée en lice des 200 chez les femmes. Ce sont les Australiennes qui remportent leur série en 7-16, suivies par les favorites, les Néerlandaises en 7-17, puis les Roumaines qui gagnent leur qualification en 7-24. Il y a de l'enjeu là aussi, il va y avoir du fight, ça c'est sûr, sur les demi-finales. Chez les hommes, va-t-on écrire une nouvelle page d'histoire du côté des frères Sinkovic? Ils sont en quête de leur 3e titre olympique consécutif et ils seront au rendez-vous pour les courses en 200 après avoir annoncé vouloir battre Mathieu Androdias et Hugo Boucheron en double. Les Espagnols gagnent leur série en 6-32, les Anglais remportent la leur en 6-33. Dans l'autre qualif, justement, les Croates qui sont devant en 6-35. On avait également les rattrapages du skiff ce matin, Fabrice. On vous en a parlé hier. La Principauté, représentée par Quentin Antonielli, 4e hier de sa série. Le Monégasque se qualifie ce matin en terminant premier en 7-10. En effet, Quentin n'était pas du tout satisfait de sa série hier. Il a bien rattrapé le coup aujourd'hui. Il a remporté son repêchage. Hier, en fait, il ne s'est pas fait confiance en attaquant le 3e 500. Et aujourd'hui, en fait, il s'est fait confiance et il a pris sa revanche sur sa course d'hier. La confiance, le mood, ça c'est super important, déterminant pour tout et toutes les athlètes. Et puis fin de parcours ici pour notre Togolaise, Akoko Kamlanvi, a terminé en dernière position de son repêchage ce matin, athlète dont nous vous parlions hier justement avec Fabrice. Bon, et bien voilà pour le récap. Merci Fabrice, à demain. À demain. Allez, faites entrer notre invité du jour. Notre invité, nos invités, Hélène Lefebvre et Christine Gosset, 2 rameuses de choc. Vous avez toutes les 2 marqué l'équipe de France féminine à votre manière. Christine, 4 participations aux Jeux. Tu es médaillée à Atlanta en 1996 en 200. Quel souvenir tu gardes de ces Jeux Made in US? Vous avez longtemps été la seule médaille française avec ta coéquipière. Alors, quels souvenirs je garde de ces JO? Déjà, je savais que c'était mes derniers. J'avais décidé d'arrêter après, à 32 ans. Et puis, j'avais offert le voyage à mes parents. Donc, le souvenir, c'est que mes parents étaient dans les tribunes. Et voilà, ça reste un moment partagé en réel, inoubliable. Ces courses olympiques, justement, souvent un moment de partage. Hélène, toi aussi, tu as participé 2 fois aux Jeux, à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021, 2 fois dans le 2 de couple. Quel souvenir tu gardes justement du double? Est-ce qu'on garde les courses olympiques en souvenir ou est-ce que ce sont d'autres courses? Les courses olympiques ont forcément une place vraiment à part dans notre mémoire et dans notre cœur. J'en retiens quand même une, même s'il y en a eu beaucoup qui m'ont marqué, la finale avec Belette en 2015, de par l'enjeu, parce qu'on jouait notre qualification lors de la finale B, de par la configuration de la course, où j'invite ceux qui ne l'ont pas vue à la regarder, parce que il y a des fois, quand on voit le résultat, on se dit c'est pas possible, jamais ça se terminera comme ça. Et c'était un moment magique, parce qu'on se qualifiait pour nos premiers Jeux avec Elodie. En plus avec Belette, à la maison, devant ma famille, mes parents, devant le public français. Et ça rend quand même l'événement très spécial. Et justement, Elodie, qu'on retrouve au JO cette année avec Emma, qu'est-ce que ça te fait de voir ta coéquipière, ton ancienne coéquipière, à ce niveau-là aussi de la compétition? C'est sûr, ça fait quelque chose quand même, parce qu'on se dit, nous aussi on aimerait bien être dans le bateau. Après, ces 2 filles sont très fortes, elles sont à leur place. Clairement, elles ont mérité d'être là, elles ont bossé pour être à ce niveau-là. Maintenant, je leur souhaite tout le meilleur. À voir ce que ça va donner maintenant, en montant crescendo un peu les courses. La demi reste quand même un moment pour l'avoir vécu, où en fait on a tout à perdre. Ça, c'était les mots de Christine, en fait. C'est une course où tout a gagné, mais voilà, on peut passer l'étape suivante, où où notre compétition peut aussi se terminer un petit peu lors de la demi-finale. Donc je sais que c'est un moment un peu particulier à vivre sur les Jeux,
Mais c'est 2 filles très expérimentées et qui seront très bien être présentes au rendez-vous. Et d'ailleurs, justement, Christine, en 2015, sur ces mondiaux, tu accompagnais les filles. Comment, quand on est coach, on vit ce moment ? Alors, il faut replacer dans le contexte. Donc, j'étais entraîneur de 2 bateaux qui tentaient leur qualification. La veille, le 200 barreuse avec Marie-Le Nebou et Noémie Cobert se qualifient. Donc ça, c'était déjà un soulagement. Premier bateau qualifié. Et quand elles rentrent à l'hôtel, elles vont voir les filles dans la chambre et elles leur disent « Bon, maintenant, c'est à vous ». Déjà, bon, ça plantait un peu le décor. Et puis, pendant leur course, elles partent très mal, loin. Enfin, moi, j'étais dans le parc à bateaux avec Belette et il y avait tous mes collègues qui étaient autour, qui ne disaient trop rien. Puis tout d'un coup, j'entends « Ah mais regarde la vitesse, ça remonte, la vitesse, elles vont plus vite que les autres, elles vont plus vite. » Non, c'est trop loin. Et puis finalement, c'est vrai qu'elles ont réussi à remonter leur vitesse de pointe, on les voyait au GPS. Et puis elles finissent comme des folles, avec une place qu'elles n'avaient jamais atteinte auparavant et battu des bateaux qu'elles n'avaient jamais battus. Donc c'est vrai, c'était un énorme soulagement de qualifier 2 bateaux, de cette performance. Et puis après, il y a tout qui lâche, hein, donc tout le monde pleurait. Ça, c'est vraiment aussi intéressant d'avoir la partie coach. On va aborder maintenant un sujet un peu épineux lors des Olympiades, c'est les remplaçants. On a rencontré les remplaçants tricolores ce matin, justement. Bonjour, écoute, nous sommes l'équipe remplaçante non officielle, donc pas accréditée pour les Jeux Olympiques. Oh, ça c'était en trop. Ah merde. Ouais, là je me suis dévolé, enfin merde. Vas-y, on recommence, on cut, vas-y. C'est Baptiste, c'est Flore. Et moi c'est Aurélie. Ouais, donc là on va venir tous les jours pour supporter les courses des autres, quoi. Donc on va être dans les tribunes On va donner de la voix pour que ça pousse fort pour la France. On est hyper chanceux de pouvoir vivre les Jeux ici, de pouvoir être proche des copains comme ça et après on sait qu'on doit être là pour eux et donc je pense que c'est quand même une chance d'être ici. Ouais, surtout que remplaçant, en fait on fait partie du groupe, hein, on fait partie du bateau même si on n'est pas dedans. On a bossé avec eux pendant maintenant 3 ans. Ils se sont battus pour leur place, ils l'ont eu. Moi je suis très bien avec ça, quoi. C'est le sport et maintenant on est là pour eux et on va essayer de les supporter du mieux possible pour qu'ils aillent chercher la plus haute marche du podium, quoi. Ouais, c'est ça, je pense que c'est, comme dit Flo, c'est un travail d'équipe. On a bossé avec eux pendant 3 ans et donc c'est un plaisir d'être là et de pouvoir les supporter jusqu'au bout, d'être avec eux. On a fait la prépa avec eux, on a été prêts en cas au moindre problème, ce qu'on n'espérait vraiment pas parce que c'est pas l'objectif. Mais voilà, je pense qu'on a fait le taf jusqu'au bout et donc là c'est un plaisir de pouvoir être là et de voir la finalité de ce pourquoi on a bossé depuis 3 ans. Les remplaçants essentiels, ils font vraiment partie de l'équipe, surtout sur une Olympiade ? Oui, c'est-à-dire que plus le bateau est long, plus les remplaçants sont essentiels. Bonjour, écoute... parce qu'il peut tout arriver pour la préparation, même lors de la qualification. On a l'exemple d'Hugo et puis Mathieu. Et Valentin qui a remplacé pour qualifier la coque. Donc, le groupe est important pour qualifier un bateau, que ce soit à 2 ou à 4, il faut qu'il soit plus important, c'est sûr. Très bien. On va parler de la relève maintenant, la relève notamment féminine. Christine, Hélène donc, fait partie de cette relève, mais par rapport à tes années de rame, il y a aussi Claire, Laura aussi, Emma Lunati et Elodie Ravera également. Est-ce que tu es fière de cette relève aujourd'hui ? Il y a plus de rameuses en équipe de France que peut-être il y a quelques années ? Alors oui, je suis très fier du travail que l'équipe que je manageais a fait pendant 7-8 ans, quand j'étais à la tête du secteur féminin. Parce que là, il faut se rappeler que Tokyo, c'était il y a 3 ans. Donc les rameuses qui sont issues de ces 2 bateaux actuels étaient déjà là, étaient déjà dans le team et avec leurs entraîneurs. Donc c'est un travail de fond. Alors c'est sûr que les médias ou le grand public ne voient que le résultat du jour ou de la semaine, mais tout ça, c'est déjà minimum 5-6 ans de préparation. Et voilà, d'un travail, d'un groupe conséquent, et puis à chaque fois, on sort l'essence pure pour arriver à faire les meilleurs bateaux. Il faut quand même rappeler qu'en 2012, il n'y avait aucun équipage français féminin engagé, sélectionné aux Jeux Olympiques. Et c'est vrai que quand Christine a repris le groupe féminin en 2013, on partait un peu de zéro. Même nous, on n'avait pas vraiment de repères féminins en tête de réussite, on va dire, comme on peut avoir maintenant avec Claire et Laura, par exemple, qui ont été médaillées à Tokyo. Nous, on partait vraiment de zéro, où on n'avait pas de modèle. Et quand on voit les résultats d'aujourd'hui, on peut mesurer le travail qui a été fait
depuis l'après-Londres. Ça marche. Et justement, une anecdote chacune, peut-être sur un moment que vous avez vécu lors de ces Jeux. Hélène, pour commencer. Une anecdote sur une Olympiade, sur un événement en particulier, Rio ou Tokyo. Mes plus beaux Jeux, quand même, resteront Rio, quand même. Tokyo était un peu particulier pour moi, j'étais un peu fatiguée, on va dire, et surtout on était aussi en période de Covid, donc ça veut dire pas de public, pas de spectateurs, pas de famille qui puisse venir. Il y avait quand même des restrictions sanitaires sur place qui étaient drastiques, donc ça donnait une ambiance quand même un peu particulière. Sur le moment, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est trop content d'y être, mais avec le recul, c'était un petit peu anxiogène quand même. Et Rio, vraiment, parce que c'est les premiers, parce que c'est aussi Rio, parce que c'était aussi notre équipe, Hello et Christine ensemble, enfin, c'était juste c'était extraordinaire, l'ambiance au village. Pour moi, l'âme des Jeux, c'est quand même le village olympique, parce que sinon, ça ressemble à toute autre compétition d'aviron. Si on enlève les anneaux, ça reste une compétition d'aviron. Mais le village, c'est vraiment, pour moi, l'âme des Jeux qu'on ne vit que tous les 4 ans, rencontrer des athlètes et tout. Enfin, pour moi, c'était vraiment exceptionnel. C'était des super Jeux vraiment qui resteront gravés à vie. Alors ça, c'est intéressant, justement, l'âme des Jeux, justement, dans ce village. Cette année, le choix a été fait aussi par les athlètes de vouloir être un peu excentré parce que le village olympique est loin. Du coup, on est un peu en dehors de cette ambiance. C'est bien aussi pour la concentration. Enfin, c'est un peu... En fait, c'est un équilibre entre, oui, on veut vivre un petit peu les Jeux, donc dans le village, par cette ambiance-là, et en même temps, on recherche aussi la performance, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'ils sont là pour la perf. Et si on raisonne juste en termes de performance, c'était bien plus judicieux d'être à l'hôtel, dans des champs peut-être plus confortables et surtout plus proches du bassin, en fait. Parce qu'il ne faut pas le minimiser, les transports sont aussi une source de fatigue. Et donc le fait d'être plus proche dans un hôtel, c'est quand même plus confort. Alors c'est sûr que c'est pas pareil, ça ressemble du coup plus à une compétition d'avion, mais je pense que l'ambiance sur le bassin fait qu'on se rend bien compte que ça n'a rien à voir avec un simple championnat du monde. Top. Christine, est-ce que tu as une anecdote à nous partager peut-être sur justement une Olympiade, certains jeux en tant que coach ou rameuse? J'en ai des anecdotes en tant qu'entraîneur. C'est bien ça la question. Oui. Il y en a plein. Oui, il y a eu Pékin, par exemple, avec les garçons, où quand on arrive sur place, même si on avait commandé les mêmes spécifications du cadre de couple, c'était plus du tout pareil. Après avoir ramé 2 mois dans une autre coque, ça a été un enfer pour moi à gérer tous les jours, mais je ne l'aurais pas dit. Et puis après, il y a eu aussi évidemment Rio, parce qu'on revenait avec les filles aux Jeux Olympiques. Et la demi-finale de Rio, quand elle passe en finale, pour moi, ça reste... C'était une demi-finale très très dure, il fallait battre des bateaux qu'elle n'avaient jamais battus. Et c'était la course de leur vie, quelque part, à ce moment-là. Et c'était aussi, après, ça, avec une belle place de qualificative, ça reste un souvenir chaud. Sur les résultats du jour, maintenant, de quelle manière vous avez regardé et analysé les courses? Alors, aujourd'hui, je vais parler que des Français, peut-être? Oui, sur les courses françaises. Laura et Claire sont revenus dans la course. Voilà, c'est ça. Il y a 4 bateaux là, qui peuvent prétendre à faire de très bons résultats sur les éliminatoires. On va voir pour la suite. Donc là, la machine est en route. Le double poids léger, je leur dirais, si je peux dire un truc, libérez-vous, quoi, parce qu'ils sont forts, ils ont tout, ils ont les jambes, ils ont les bras, ils ont tout pour réussir. Je trouve que c'était un petit peu peut-être un petit peu coincé, peut-être emprunté. Renvoyez les mains et puis ça va passer, ça va le faire. Soyez vous-même. Après le 400, c'est vrai qu'en bateau long, il faut partir plus vite, sinon on resserre les écarts, mais on double pas de bateau, donc c'est le b.a.-ba, quoi. Le b.a.-ba, tu partages ce b.a.-ba, Hélène? Oui, alors là, du coup, on a l'entraîneur qui parle. Moi, je vois ça du point de vue un peu de l'athlète, où, oui, je pense qu'il y a eu des très bons débuts de championnat pour la plupart des bateaux. Après, je pense que ceux qui sont peut-être passés un peu au travers aujourd'hui, je pense que demain et dans les jours à venir, je pense peuvent vraiment changer la donne, parce que je pense qu'on a vraiment une équipe de France qui est très très forte. On peut, si les planètes sont alignées, je pense aligner au moins tout le monde en finale, sincèrement, et sans prétention.
Après les médailles, ce sera encore autre chose, mais je pense que ça fait longtemps qu'on n'a peut-être pas eu une équipe de France aussi forte qui peut aligner tous ces bateaux en finale. Donc je pense qu'ils peuvent faire de grandes choses après. C'est notre instant débat. On va parler de la programmation en équipe de France, donc programmation qui a changé donc il y a maintenant 3 ans. Qu'est-ce qui a changé en fait entre avant et aujourd'hui sur la préparation d'une Olympiade? C'est mon tour. On a fait venir, après les Jeux de Tokyo, donc pour ceux qui ne savent pas, Jürgen Grobler, qui était le head coach à la tête de l'équipe d'Angleterre, qui a complètement changé un petit peu notre programme d'entraînement, qui a amené d'autres éléments. On est passé du bi-quotidien au tri-quotidien. La muscu a complètement changé. L'organisation aussi de la semaine a un petit peu évolué. Et on est sur différents formats d'entraînement qu'on n'avait pas forcément avant, quoi. Donc ça change complètement de ce que j'ai connu moi au tout début avec le programme de Mount, sans rentrer dans les détails qui étaient un peu plus, on va dire, monotones, mais qui, pour chaque programme, a un peu ses avantages aussi, quoi. Et les athlètes qui nous en parlaient, notamment Emma, que c'était assez bien vu d'avoir, par exemple, ce changement de cadence dans la semaine, avoir son dimanche en off, peut-être aussi un peu plus d'entraînement, et ça dépend aussi pour ceux qui bossent à côté. Ça, c'est important, Christine, d'avoir aussi des moments à soi quand on est athlète et de les prévoir dans la globalité de la programmation. Tout à fait. Quand j'entraînais Julien Bain et Cédric Berest, c'est ce qu'on avait mis au point avec Cédric, qui avait donc déjà une famille, un premier enfant. Et lui, il avait à cœur, par exemple, de passer le samedi après-midi avec sa famille, faire des choses avec les enfants ou aller faire les magasins, peu importe. Donc on avait agencé la semaine pour être libéré le samedi après-midi et voir le dimanche après-midi aussi. Enfin bon, tout ça, c'est une globalité à agencer pour quand même sur la semaine ou sur le mois ou sur l'année faire la totalité du travail. Tout est possible à partir du moment où on prend en compte tous les facteurs. Ça marche. Et cette programmation, par exemple, on a eu le C2 historique, moi, enfin, sans être au niveau de l'équipe de France, j'en ai bavé aussi à faire du C2 en club. C'est vrai que du jour au lendemain, on nous dit c'est plus forcément légitime. Est-ce que ça a été peut-être contesté par les athlètes ou certains athlètes ou pas du tout? Ou est-ce qu'on est content au final de ne plus faire ce C2? Moi, c'est un peu particulier. Moi, pour être honnête, jusqu'à Tokyo, j'étais très critique sur l'ancien programme, sur le programme Moot, parce que après en avoir fait pendant 10 ans, c'est vrai que je saturais mentalement du même rythme de programme, enfin de programmation. C'était tout le temps les mêmes séances, les mêmes semaines, tous les ans. Donc c'est vrai qu'à un moment, j'en ai vraiment eu marre. Après, on est passé sur le programme de Jürgen, qui était complètement différent, donc qui casse complètement la monotonie. Donc ça, c'était vraiment très plaisant, qui était aussi plus dur en intensité. Mais après, avec le recul, ce qui était intéressant pour moi, c'est de me rendre compte qu'en fait, ce qu'on faisait avant avec Mount et les C2, c'était vraiment hyper important. Enfin, je pense que pour les jeunes, c'est bien, ça leur donne une base vraiment physio très intéressante. Et que c'est bien ensuite, ayant un peu plus de maturité, de passer sur un programme un peu plus intensif comme celui de Grobler. Parce que quand on passe au tri quotidien, c'est pas possible de le faire quand on a des études à côté, un job. Il faut vraiment le faire de manière à être à plein temps. Et je pense que c'est un programme qui est usant, fatigant, vraiment. Mais je suis pas sûre, après on peut ouvrir le débat, qu'on soit capable de le faire pendant 15 ans non-stop sans se blesser, sans être malade et sans à un moment dire voilà, stop, on n'en peut plus. Donc avec le recul, je pense que c'est bien de commencer par le Mount et d'ensuite de le changer pendant sa carrière. Et moi, pour la petite anecdote, maintenant que j'ai arrêté, là que j'étais en repos, j'ai refait des C2 maintenant. J'ai refait des C2 parce qu'en fait, alors que je ne voulais plus en entendre parler, en fait, maintenant que je le refais, je me sens forte, je me sens bien, quoi. Et c'est là que maintenant, je prends conscience de qu'est-ce que ça m'a apporté pendant toutes ces années, pendant mes 10 premières années de carrière, quoi. Et donc, voilà, c'était assez marrant d'en refaire et de me dire, ah, en fait, Christine avait raison, les C2, c'était pas, en fait, c'est des connards.
Moi, je voudrais juste replacer le contexte parce que quand Tibor Hartmut est arrivé, donc il a proposé un programme d'entraînement. Donc c'était 5 demi-journées d'entraînement, une demi-journée de repos dans la semaine. Parce que déjà, on n'avait pas les aménagements. Les athlètes n'avaient pas les aménagements qu'ils ont actuellement et que 3 entraînements par jour, c'était pas possible. Ah, c'est sûr. Donc il a fait quelque chose d'assez condensé, efficace. Et c'est sûr que ça a fonctionné sur cette génération qui a démarré ce programme et on y allait à fond. Maintenant, c'est vrai qu'au bout de 10 ans, si on ne change pas, on ne progresse plus, c'est un peu la routine, etc. Tout ça pour dire que c'est... Oui. Donc, ce qui est important aussi, c'est que quand on s'engage dans un type de programmation, il faut la faire à fond et pas à moitié, sinon ça ne peut pas marcher. Ouais. Toutes les programmations fonctionnent. À partir du moment où on travaille la filière nécessaire à l'aviron, ce sont des courses entre, on va dire, entre 5,30 et 7 minutes d'effort max. Il y en a plein qui font autre chose dans le monde entier, ça fonctionne, mais il faut le faire à fond. Et là, on commençait à faire du mount, à demi-mount, etc. Donc à un moment, ça ne pouvait plus marcher. Donc il était temps de changer. Et parce que aussi, il y a eu des moyens mis sur la préparation des Jeux Olympiques en France, sur les athlètes, pour les libérer, pour pouvoir s'entraîner 3 fois par jour. Et aussi parce qu'ils avaient une base hyper solide. Parce que comme Hélène ou d'autres, ils ont fait au moins 5-6 ans de mount très dense. Voilà, c'est comme quand vous construisez une maison. Si vous faites des fondations un peu bancales, ça ne tient pas beaucoup là-haut. Très bien, merci pour ce mini-débat. On va passer sur un autre sujet qui peut être débattu aussi, la parité. Donc, cette année, pour Paris 2024, la parité est totale, autant d'athlètes féminins que leurs homologues masculins. D'ailleurs, déjà, il y a 100 ans, ici, en 1924, à Paris, on avait fait un petit pas en avant. Les femmes étaient acceptées aux Jeux pour la toute première fois. C'est la première fois de l'histoire. Bon, à l'époque, il y avait 22 femmes sur les 997 participants. C'est un tout petit pas. En tout cas, aujourd'hui, on a 251 rameurs pour 251 rameuses, donc une parité respectée. C'est la première fois pour les JO à l'aviron. Ça, est-ce que c'est une grande avancée ? Alors moi qui suis un petit peu plus ancienne qu'Hélène, je vais replanter aussi le décor. C'est-à-dire que oui, il n'y a pas que l'aviron, donc toutes les disciplines olympiques sur ces Jeux olympiques sont 50-50 sur les pratiquants, sur les sportives et sportifs. Et si vous avez bien écouté le discours de Thomas Bach lors de la cérémonie d'ouverture, il a dit qu'il y avait la parité sur les terrains de sport, les terrains de jeu. Okay. Mais il n'y a pas la parité dans l'encadrement. Il n'y a pas la parité dans les élus, les présidents de fédérations olympiques, etc., etc. Enfin bref, tout le monde connaît, mais c'est bien de le répéter. Et là, je vais faire juste une petite aparté sur le beach rowing qui arrive, donc une nouvelle épreuve d'aviron olympique en 2028. Il y a une nouvelle réglementation qui oblige à la parité dans l'encadrement. Il y a déjà un bateau mixte, le duo, et donc la parité des fonctions, l'égalité des fonctions. Il faut qu'il y ait un coach homme, un coach femme pour tenir le bateau. Sinon, vous ne pouvez pas engager le bateau. Et si au départ, le premier runner est un homme, le dernier sera forcément une femme, ou inversement. Et là, c'est un pas énorme. Et je pense qu'on est un peu novateur dans ce domaine, et ça pourrait faire tache d'huile. Alors évidemment, ça prendra du temps. Si ça prend 100 ans, je ne le verrai pas. Mais ça va avancer dans ce sens. Ça marche. Hélène, justement, ton recul aussi, quand tu es dans le bateau sur cette parité, être toujours, souvent encadré par des entraîneurs masculins, est-ce que l'encadrement, il a besoin de se renouveler peut-être plus vite ? Oui, bien sûr. C'est une grande avancée d'avoir le même nombre d'athlètes, femmes et hommes, aux Jeux. Il y a des fois, on se dit, putain, on a attendu 2024 quand même pour que ça arrive. Ça arrive tard, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et après, c'est vrai que dans l'encadrement, oui, on a encore une disproportion entre les hommes et les femmes. On commence à voir apparaître quand même des femmes dans l'aviron en tant qu'entraîneur qui commencent un petit peu à pointer le bout de son nez. Et j'espère en avoir un plus en équipe de France. Mais c'est sûr que sur ce côté-là, comme dit Christine, que ce soit au niveau des dirigeants, entraîneurs, on a vraiment encore du boulot à faire. Ok. Merci à toutes les deux. Vous restez avec nous jusqu'à la fin. On part au Club France maintenant. Cette fois, c'est la bonne. Soirée festive à la Villette, au Club France. On fêtait le premier titre olympique de l'équipe de France de rugby. Stand sportif, découverte des partenaires et concerts. Bob Sinclair mixé hier soir à ambiance au rendez-vous pour des supporters tricolores ravis. En vrai, l'ambiance est incroyable. L'ambiance est folle. On est comme ça toute la journée. En vrai, on vit un super moment. L'ambiance est géniale.
Tout le monde prend beaucoup de plaisir et on vit quand même un grand moment. C'est pas grave. On sent qu'on vit l'histoire un petit peu quand même. C'est sympa, ouais. C'est sympa, on passe un bon moment, on a eu un bon concert, donc on est content. Les stars, ce sont aussi les judokas tricolores. À la fête également hier, Shirin Boukli, médaillée de bronze en moins de 48 kg, et Lucas Mekdze, médaillé d'argent en moins de 60 kg, acclamé par le public. On espère pouvoir voir nos rameurs et rameuses tricolores fendre aussi la foule d'ici jeudi. Sacrée ambiance au Club France. Christine, du coup, apparemment, tu étais dans la foule hier sur le concert? Bah oui. Non, mais c'était l'ouverture. Et puis, on a la chance, quand on est olympien, de pouvoir avoir une invitation aussi par le comité olympique dans les salons un petit peu plus privés derrière pour rencontrer d'autres anciens champions ou des personnalités politiques ou autres. Donc, j'y étais hier pour l'ouverture. Alors, je m'adresse à toutes les deux. Ça se passe toujours comme ça au Club France? Alors moi, le seul que j'ai connu, c'est celui de Rio, parce que je le rappelle, à Tokyo, on était en période de Covid, donc il y avait bien un Club France, mais sans public. Et celui de Rio, oui, je me rappelle que c'était une ambiance incroyable. Et pourtant, on avait beau être à l'autre bout du monde, plein de familles de Français s'étaient déplacées là-bas. Et je me souviens qu'après les compétitions, on y allait et c'était une ambiance... je pense qu'on était peut-être la deuxième semaine des Jeux, peut-être tous les soirs au Club France. Et franchement, c'était génial. On avait l'occasion de rencontrer d'autres athlètes, d'autres sports. Et non, c'était franchement... c'était un super souvenir. Christine, est-ce qu'on vit le Club France du même côté que les athlètes? Est-ce qu'il y a plus de retenue? C'est-à-dire que nous, on ne met pas notre corps à rude épreuve quand on est entraîneur comme les athlètes. Et eux, quand c'est fini, ils ont vraiment besoin de se libérer. Bon, je dis eux parce que moi je sais, je l'ai vécu aussi. Hein. Donc là, la fête, elle est vraiment totale dans la semaine qui suit. C'est la fin d'une Olympiade, il y a tout qui lâche, il y a besoin de se défouler. Quand on est entraîneur, on ne n'est pas du tout dans le même délire. Hein. C'est beaucoup plus calme. On va boire une caipirinha sur la plage. Et puis, Ou on va prendre un McDo après les Jeux. Allez, on va passer maintenant à notre Minute Club. Et aujourd'hui, notre Minute Club est consacrée à la SNL, la Société Nautique de Lagny, un club tout neuf qui nous accueille ici pour ses quotidiennes. Reportage. On a bénéficié des opérations Paris 2024. Dans les aménagements nouveaux de ce club, dans sa rénovation, il a été donc réalisé le doublement de la surface du ponton, l'accès à ce ponton par une rampe PMR. Donc à gauche, c'est la petite maison pavillonnaire dans laquelle est aménagé un logement. Il date de 1911. En face de nous, c'est le bâtiment historique. Nous allons rentrer dans la partie garage à bateaux, composée de 5 travées. La partie arrière du bâtiment, qui était à l'époque un simple hangar, a complètement été retransformée pour créer une surface à l'étage complète. C'est ce qui nous a permis de tripler la surface du lieu de vie. Donc là, aujourd'hui, nous partageons ce lieu au niveau de la terrasse avec une restauration. Ce restaurant s'appelle le Deux Barrés. Donc là, je rentre dans le lieu de vie, baptisé Salon d'honneur Vincent Serin. Au plafond, nous avons maintenu son skiff, son dernier bateau. Il en a fait don au club. Et donc Vincent Serin, il a fait quand même plusieurs titres de champion de France en skiff. Il a représenté 7 fois la France au championnat d'Europe. Il a été médaillé au championnat d'Europe. Donc c'était un grand sportif. Il a été très, très sportif jusqu'à plus de 70 ans. Donc là, nous sommes dans le couloir d'accès aux différentes salles. Là, nous avons le bureau administratif, mis à la disposition des entraîneurs et de la secrétaire. Vestiaire femme, identique au vestiaire homme, dans sa capacité. Mais c'est une démonstration, on est prêts, nous, comme les Jeux. Les Jeux, il y a la parité presque totale entre femmes et hommes. Mais nous, je pense que c'est comme ça aussi. Et puis le gros plus de cette reconstruction, ça nous a permis de mettre en place, de disposer de 2 salles de sport. Une salle de musculation de 100 mètres carrés et une salle
ce qu'on a baptisé d'ergo Avifit. C'est une salle qui nous permet de faire de l'aviron, ce qu'on dit indoor. Un grand merci à Gérard Hiller et à toute son équipe pour leur accueil ici. Si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à venir nous voir pour notre quotidienne, voir le club également. Vous pouvez ici vous essayer à l'aviron pour les enfants des stages d'été de 9 à 17 heures tout l'été. Des séances sont aussi proposées aux adultes le soir. Plus d'infos sur le site internet de la Société nautique de Lagny. « 24 000, c'est le nombre de places sur le plan d'eau olympique de Vert. De quoi profiter du spectacle pleinement et au soleil en plus depuis aujourd'hui. Demain, lundi 29 juillet, entrée en liste des 8, le bateau roi de l'aviron dès 11h40. Et puis bien sûr, on va retrouver nos 2 PL français en repêchage. Restez bien à notre écoute. Rendez-vous à 10h40 pour suivre et encourager Hugo Beuret et Ferdinand Ludwig. Christine, Hélène, qu'est-ce que vous diriez aux garçons ce soir avant d'aller se coucher? Un mot d'encouragement? Juste de rester confiant, de ne pas trop cogiter. Ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. Ouais, d'y aller, quoi, de ne pas calculer, en fait. Je pense que les jeux, ça se joue qu'une fois, des fois sur une course, donc faut y aller à fond, sans regret et pas trop réfléchir. Relax et renvoyer les mains. Très bien, merci à toutes les deux d'être passées par notre studio. À bientôt. Merci beaucoup, Thomas. Et puis merci à vous qui nous regardez. N'hésitez pas à parler de ces quotidiennes autour de vous, à les repartager, à les commenter. Restez au rendez-vous demain, exceptionnellement, émission à 19h30 pour du contenu, là aussi 100% olympique. Rendez-vous aussi sur tous les réseaux sociaux de Magaviron. Et puis n'hésitez pas à nous laisser un message ou vos questions auxquelles on tentera de répondre durant notre émission demain, donc lundi. Très bonne soirée, ciao, à demain.